Bonsoir à tous et bienvenue dans Cinéma.exe, votre podcast cinéma qui a lieu tous les samedis soirs de 20h à 21h, sauf ces derniers temps. Et on va en parler juste après. Et je suis en compagnie de Jean Terge. Bonsoir à toi, Jean Terge. Bonjour, bonsoir. Et donc on va tout de suite passer à nos news de la semaine, des 3 dernières semaines, et en fait pas du tout. Je vais expliquer pour cette semaine particulièrement, il n'y aura pas, du coup on ne parlera pas des news cinéma, ni des sorties de la semaine. On va faire un petit point justement sur qu'est-ce qui se passe avec Cinéma.exe, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'émission pendant 2 semaines maintenant. On en sort une aujourd'hui, alors que normalement elle aurait dû sortir à 10h, elle sort à 18h. Donc je vais expliquer un petit peu tout ça et faire un petit point aussi sur le philosophe, parce que forcément il y a eu des petits impacts sur ce qui s'est passé avec le philosophe. Et on va en parler juste après, parce que pareil, il n'y aura pas de Comme ta biodiversité ce mois-ci, mais on va en parler juste après. Du coup, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Pourquoi est-ce que vous avez plus de cinéma.exe? Eh bien, il faut savoir que je n'ai plus Internet depuis le 3 juin. C'est-à-dire que depuis le 3 juin, je suis coupé de ma fibre. Ce qui fait que pour streamer, ce n'est pas possible parce que je suis sur une 4G. J'ai besoin de cette 4G pour pouvoir travailler, donc je ne peux pas consommer ma 4G comme je l'entends. Donc le stream est devenu impossible. D'ailleurs, si vous voulez savoir, à l'heure actuelle, ce n'est pas moi qui enregistre l'épisode, c'est Jean Terre justement sur son PC qui l'enregistre. Parce que bah en fait, moi je ne pourrais de toute façon pas le réuploader derrière sur YouTube, puisque je n'ai, enfin en fait, je vais consommer de la 4G pour ça et je ne peux pas me permettre de consommer ma 4G vu que je ne sais pas quand je vais être établi. Donc déjà, merci à toi Jean Terge en tout cas de t'être porté volontaire pour faire ça. Pas de soucis. Ce qui explique aussi que vous avez une petite différence sur le son, parce que du coup d'habitude vous avez mon micro en direct et le micro de Jean Terge via Discord, et là cette fois-ci bah, c'est l'inverse, c'est vous avez son micro en direct et le mien via Discord, donc moi j'ai la compression de Discord, là où d'habitude c'est Jean Terge. Mais donc voilà, donc ce qui fait que forcément bah, c'est compliqué pour moi, parce que bah, je suis obligé de jongler énormément sur le fait de devoir à la fois m'occuper de mon boulot, je dois m'occuper du problème qu'il y a avec Internet, et je dois essayer en même temps de m'en sortir avec Cinema.exe, avec tout le streaming, avec tout ce truc-là, parce que ça fout le bordel. Ce qui fait que mentalement, c'est ultra épuisant. Et donc, on n'a pas pu faire pendant 2 semaines, parce que bah, il y a aussi eu beaucoup d'autres choses qui sont passées pour d'autres chroniqueurs, notamment certains qui ont emménagé, voilà, qui ont acheté quelque chose, qui ont acheté dans l'immobilier. Donc forcément, bah, ils ont aussi des travaux à faire, ils ont aussi des choses à faire dans leur domicile. Donc on les reverra pas pendant un petit moment, mais on les retrouvera après quand ils seront à nouveau quand ils seront bien installés, tout ça. On fait Globalement, que du c'est la bonheur derrière merde. tout ça. Mais concrètement, ouais, c'est un peu la merde partout pour nous en ce moment parce que bah, je peux plus stream. On a 2 chroniqueurs en moins parce qu'ils sont chez eux. On a Simon qui a aussi beaucoup de choses à gérer de son côté. Donc ce qui fait que ça laisse à peu près à Jean Terge tout seul. et, Ouais. et même lui, il a aussi des choses dans sa vie. Donc forcément, il y a eu 2 semaines où on a dû annuler. Cette semaine, on a pu le faire, mais au lieu de le faire le samedi, d'habitude on tourne le samedi. Bah là, on est dimanche après-midi. On vous tourne, on vous sort l'épisode dans 2 heures pour nous. Donc voilà. Ce qui fait que forcément mentalement c'est une grosse charge et je pouvais pas en fait me permettre de dire ok je vais regarder les news de 3 semaines de cinéma parce que je me suis vraiment pas tenu au courant sur le cinéma pendant 3 semaines. Donc j'allais vraiment pas regarder tout ce qui s'est passé pendant 3 semaines de cinéma, vous faire un récap et tout. C'était vraiment compliqué et en plus il y a des news pour le philosophobe donc bah je pouvais pas tout vous caler en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de ce sacrifice entre guillemets de ne pas faire les news cette semaine, de faire un tabula rasa. Donc on fait comme si ces news n'avaient jamais existé, qu'il ne s'est rien passé pendant 3 semaines, qu'il n'y a pas eu de sortie cinéma pendant 3 semaines. Et donc la semaine prochaine, si on revient comme il faut, parce qu'il y a des chances que je récupère la film dans cette semaine. Mais c'est comme à chaque fois je dis on va récupérer la fibre et au final bah on la récupère pas. Donc potentiellement la semaine prochaine ça repartira comme ça devait. Mais pour l'instant on est dans un gros flou absolu. Ça se trouve je récupérerai ma fibre que dans 1 an et demi. J'en sais rien, j'aurais déménagé entre temps et j'aurais une vraie fibre entre temps. Donc voilà. Euh, donc ce qui explique que vous n'avez pas eu de cinéma.exe pendant 2 semaines. Et ça explique aussi pourquoi vous n'avez pas de Comme ta biodiversité qui sort ce mois-ci. C'est-à-dire que j'ai le sujet, j'ai déjà une partie des recherches qui a été effectuée, il faut encore que j'écrive la vidéo, il faut encore que je fasse tout, puis après que je la tourne et qu'on la monte. Mais ça, bah, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper ce mois-ci parce que bah, forcément, ça a été le bordel. Euh, donc ce qui fait que j'ai préféré me dire, plutôt que d'essayer de vous rush une vidéo vraiment à l'arrache, surtout que c'est un sujet qui est ultra intéressant, bah, je préfère la reporter d'un mois et dire bah tant pis, mois de juin, vous n'avez pas de Comme ta biodiversité, ça sortira que au mois de juillet. Vous en aurez un au mois de juillet. Le sujet, comme d'hab, je le garderai tabou. Mais par contre, dès que je peux stream, parce que c'est aussi une annonce que je voulais faire, c'est un truc que bah, pour ceux qui me suivaient en live, qui ont suivi le fameux live de la coupure que j'ai fait sur Chaperon, où j'avais parlé justement bah, de cette coupure que j'avais subie le 3 juin, et depuis je n'ai plus stream.
Et j'avais parlé en fait que je voulais faire un nouveau concept, mais que je voulais pas faire du coup sur ma chaîne gaming, mais plutôt ici, parce que c'est des vidéos culturelles. Et du coup, ce truc-là va arriver dès que je pourrai à nouveau streamer. Ce sera du coup le jeudi soir, de 20h à 23h. Ce sera des streams de programmation. C'est-à-dire, c'est des streams où je vais coder des trucs avec vous. Alors, au début, ce sera un projet qui est un projet que j'avais déjà parlé un petit peu sur cette chaîne, qui est le projet Nectaré, qui est un projet qui justement est en lien avec le Philosophobe et avec notamment Cinéma.exe. Donc, on en reparlera à ce moment-là, mais ce sera quand je pourrai stream. De toute façon, on vous tiendra au courant sur Twitter à ce moment-là pour vous dire je peux à nouveau stream. Vous aurez donc un stream de programmation. Sachant que je précise aussi que c'est de la programmation qui est vulgarisée au maximum. L'idée, c'est que si vous ne connaissez rien à la prog, vous puissiez quand même regarder et apprendre des choses, même si des fois ça va être un petit peu trop technique, mais n'hésitez pas dans ces cas-là à poser des questions. J'y répondrai dès que je peux, dès que je les vois, etc. Le but, c'est aussi d'être interactif avec vous. Par contre, ce sera un concept qui sera un concept live uniquement, donc vous n'aurez pas de rediffusion sur la chaîne principale. Vous les aurez dans les archives, puisque de toute façon tous les lives seront rediffusés dans les archives si elles ne sont pas rediffusées sur le chat, parce que Cinéma.exe n'est plus rediffusé dans les archives parce qu'il est sur la chaîne principale. Mais ce live-là, vu que ça reste un live, il sera dans les archives. Donc si vous n'êtes pas au courant, vous avez les archives du Philosophe dans la description, vous pourrez les retrouver à ce moment-là. Et ça vous permettra de suivre un petit peu si vous voulez voir un peu comment cette programmation évolue. Et si vous voulez voir en direct, ce sera le jeudi soir de 20h à 23h. Dès que je pourrai restream, parce que pour l'instant ça reste le flou le plus absolu, et j'espère pouvoir restream le plus tôt possible pour pouvoir présenter ce contenu. Et voilà, donc c'est les news du coup de cette semaine, parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué, j'allais pas reprendre 3 semaines de news. Et donc maintenant qu'on a vu les news, on va pouvoir passer à notre deuxième rubrique, parlons-en, parlons bien, où on va parler d'un sujet qui est l'apocalypse au cinéma. Parce que oui, il faut savoir que l'apocalypse a quand même été souvent représenté au cinéma. C'est un sujet qui est très plaisant, à tel point qu'il y a un genre de film entier qui est dédié à ça, qui s'appelle les films catastrophes. Et justement, on va en parler un petit peu, de voir un peu comment est représenté l'apocalypse au cinéma, parce que c'est vachement intéressant. Parce qu'au final, une apocalypse, techniquement, on en a entre guillemets connu une. Ouais, vite fait. Avec le Covid. Ah, ça Vite oui. fait. Non, oui. Oui, évidemment, oui. Parce qu'au final, ça a quand même donné naissance à Songbird. Oui. De Michael Bay. Et Hashtag Live. Qui est justement un film apocalypse sur le Covid. Techniquement, il y a aussi Hashtag Live dont j'avais déjà parlé, mais est-ce que du coup on peut dire que c'est un film emblématique? C'est pas vraiment le Covid, mais ça marche. Ah, tu sens que l'idée est venue grâce à ça, hein, clairement. Mais tu sens qu'il y a en fait, ça sent de toute façon qu'il y a énormément de films qui sont venus grâce à ça. En vrai, je peux te citer au moins une cinquantaine de films de zombies qui se basent sur une apocalypse de zombies et qui sont sortis bien avant la sortie du Covid. Oui, non mais... Donc évidemment. Hashtag Awake n'est clairement pas forcément lié au Covid, non, mais plutôt au film de zombies de manière générale. Awake, c'était totalement une autre émission. C'était l'émission que t'avais présentée. Qui était très cool d'ailleurs. Je mélange tout. Le pire par contre, ce qui est très très drôle, c'est que c'est deux émissions qui étaient présentées le jour même. Oui. Enfin bref. Mais voilà, mais c'est vrai que du coup, oui, l'apocalypse zombie aussi est très très important, notamment dans le cinéma d'horreur. On retrouve c'est les biohazard movies, pour ceux qui connaissent pas le genre de cinéma d'horreur des zombies, c'est les biohazard movies. Et c'est vrai que dans les biohazard movies, on retrouve beaucoup cette notion d'apocalypse. C'est aussi surtout parce qu'en termes de moyens, c'est le truc le plus simple à faire. Je veux dire, les zombies sont facilement, grâce à Romero, c'est devenu une créature de cinéma. Oui. Facile à faire, Romero. Voilà. Oui. Non mais oui. Oh, c'est zombie. Je suis désolé, je me suis refait les Romero il y a pas longtemps et... Voilà. Non, ça reste... vieillit. Ah oui, non, ça a salement vieilli, mais il n'empêche que c'est des créatures qui sont rentrées dans la pop culture, qui sont très faciles à faire, et il n'y a pas besoin d'expliquer non plus pendant 40 minutes de film que il y a eu X problèmes, on est arrivé à une invasion de zombies, et du coup c'est l'apocalypse et c'est la merde. Voilà, on a juste besoin de dire, voilà. Il y a un virus, zombie. Et il y a plein de films qui se basent là-dessus. Resident Evil 3 commence pareil. Oh, il y a eu un tel virus, du coup ça s'est propagé dans le monde et maintenant il y a une invasion zombie. Voilà. Tu veux vraiment parler des films Resident Evil? Alors les films Resident Evil 3 ne sont pas si mal, même s'ils n'ont rien à voir avec le jeu. Mais jusqu'au 3, ils sont sympas à regarder. Après 3 ça part en couille totale et ça veut rien dire, ça je suis d'accord. Non, mais il n'empêche que il n'empêche que le 3 commence comme ça. Et les zombies, c'est aussi pour ça que c'est un truc qui est très utilisé quand tu veux parler d'une apocalypse. C'est que,
On sait très bien que s'il y a qu'il y a des zombies qui commencent à pop, bah ça va foutre la merde et ça va partir en apocalypse. Il y a pas besoin Mais de. en vrai, je suis pas sûr que les zombies soient autant représentants de l'apocalypse au cinéma. Non, pas autant que d'autres manières. Il y a mais... grand moyen que les catastrophes naturelles soient Oui, les ça, oui. plus représentées. Ça oui, mais en termes de moyens, c'est aussi pour ça qu'on voit. C'est surtout pour ça que je parle de ça. C'est aussi parce qu'en termes de moyens, une apocalypse de zombies, c'est la plus simple à mettre en place. Bah, c'est du cinéma d'horreur en fait. Oui, déjà, mais surtout que t'as pas forcément C'est besoin. de base du cinéma d'horreur d'être facile. C'est ça. Et surtout, t'as pas forcément besoin d'avoir 40 000 heures de mise en place de pourquoi il y a eu ça. T'as juste besoin d'avoir des figurants et d'avoir 2-3 fois qui disent qu'il y a eu une épidémie de zombies ou telle manière de dire qu'il y a des zombies qu'on pop. Et ça suffit largement à mettre en place une apocalypse. C'est aussi pour ça que c'est beaucoup utilisé parce que c'est le plus simple type d'apocalypse à mettre en place en fait. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment dans l'idée de représenter l'apocalypse, c'est surtout parce que c'est déjà du cinéma d'horreur, et le cinéma Aussi. d'horreur, quand on regarde ce que vous avez expliqué, hein, quand on avait fait le mois spécial sur le cinéma d'horreur, on avait parlé que dans les films étudiants, le cinéma d'horreur était surreprésenté pour la simple raison que c'est ce qu'il y a de plus facile entre guillemets à faire. Alors je dis entre guillemets, c'est parce que les moyens nécessaires pour réaliser un film d'horreur sont très faciles à mettre en œuvre. Par contre, faire un bon film d'horreur derrière, là c'est une toute autre histoire. Et ça ne dépend pas de la facilité. Mais c'est vrai que c'est les plus faciles à mettre en place et à faire. Et c'est vrai que le zombie, bah au final, t'as pas besoin d'effets spéciaux, t'as pas besoin de trucs particuliers. Tu peux faire un huis clos avec des zombies, t'as besoin de 4 figurants que tu grimes en zombies, et hop, c'est barre, t'as ton film, tu vois. C'est ça. Et c'est beaucoup ce qui a été fait par les étudiants, justement, et c'est pour ça que les zombies sont pas représentés. Mais ça empêche, il y a quand même des gens qui ont fait des films de zombies de fous furieux. On peut citer World War Z ou Army of the Dead. Dans la même idée, un truc, quand tu parles de huis clos avec des zombies où il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de moyens, Rock Macabre. Je n'ai pas vu ce film, je ne connais pas ce film. C'est une web série de, je crois, 4 à 5 épisodes qui parle d'une épidémie de zombies, littéralement, dans une salle de concert un peu underground. Et les zombies qui ne peuvent être calmés, on va dire, que par la musique. Et pareil, c'est en huis clos, c'est 4 épisodes ultra rapides, en gros de 10 minutes, je crois, à chaque fois. Mais c'est ultra court, c'est ultra fun, et bah ça suffit largement, quoi, en fait. Tu sais à quoi ça me fait penser Devgasm. Ça me dit un truc, mais j'avoue que je ne le connais pas. Je l'avais présenté, et il est notamment connu pour un mème, qui est le fameux mec avec le maquillage noir et blanc, c'est très métal partout, qui est en train de lécher une glace à côté d'une blonde toute mimi éclairée par la lumière. Ah, ce film. Oui, je vois lequel c'est, ouais. Il vient de Devgasm, qui est un film australien qui est extrêmement drôle. Je me suis tapé une grosse barre devant ce film. Et il y a cette notion un petit peu de... Ils ont un petit peu repris l'idée de Evil Dead en jouant un riff particulier, ça fait péter un câble à tout le monde. Oui, voilà. Mais je suis sûr que Rock Macabre vient de là aussi. Le fait que les zombies soient calmés par la musique, c'est trop gros pour que ça soit pas tiré après, ça date de quand, Rock Macabre? Oh, Rock Macabre, c'est assez récent, non. Mais c'était à l'époque du... C'était juste après la fin de Visiteurs du Futur, pour te dire. Parce que les acteurs qu'il y a dedans, c'est Florent Dorin, PV Nova, Eleanor Cost... Je vois ça. Dans ces cas-là, ça date d'avant Devgasm. Ah bon? Parce que Devgasm, c'est 2015. Oh, ça doit pas être... Ça doit pas être tant loin que ça, hein, en vrai. Hein. Ah oui, 2015. Première partie de Rock Macabre, 2015. Voilà. Et Rock Macabre, c'est un truc qui est très très court et qui vaut le coup. 5 novembre 2015, regardons pour Devgasm, date de sortie de Devgasm. 5 juillet 2016, en France. Voilà. Ça se trouve, ils ont peut-être... est sorti avant en Australie. Ça se trouve, ils ont peut-être eu l'idée de Rock Macabre grâce à ça. Hein. Ouais, ça se trouve, ils ont dû entendre parler de ça en Australie, ils ont dit ah ça a l'air sympa, ils ont fait le film, et ils ont fait leur court-métrage en 3 parties. C'est un court-métrage en 3 parties. On sent que YouTube a quand même évolué, parce que je regarde le truc, hein, il est en 3 parties, on sent que YouTube a évolué depuis, parce que depuis, il l'aurait sorti en une seule vidéo. Oui, totalement. Parce qu'au final, il fait 30 minutes, hein, le court-métrage. Ouais, mais à l'époque, voilà, ils pouvaient pas... C'était plus rentable de faire ça, on va dire. Mais bon, ça, on peut pas leur jeter la pierre. Parce que les 2 premières parties, c'est 9 minutes 30 et 9 minutes 43. C'était avant la double monétisation. Possible. Donc oui, c'était plus rentable. En tout cas, voilà. Mais c'est vrai que l'Apocalypse au cinéma, ça a été beaucoup représenté. On a parlé justement des films. Justement, en parlant d'Apocalypse, il y a un truc très récemment, du coup, que je me suis mis à mettre, que je ne
dont je ne parlerai pas encore, mais qui est Loki sur Disney+, et qui parle justement de beaucoup d'apocalypse, et qui présente même une... bon après ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui présente même une super théorie par rapport au voyage dans le temps, justement basée sur les apocalypses. Tu en reparleras bien évidemment quand tu voilà. le... Je ne dis rien pour ne pas spoil, parce que la série en est qu'à son 3e épisode, je crois. 3e épisode. Mais clairement, en termes d'apocalypse, la série en parle beaucoup par rapport à une fameuse théorie, voilà, pour ceux qui l'auront vu sauront de quoi ça parle. Mais il baigne beaucoup autour de ça. Et même, de toute façon, en termes général, tout ce qui est film AAA, donc les blockbusters, parlent aussi beaucoup de... AAA, c'est le jeu vidéo, ça. Oui, AAA, c'est le jeu vidéo. Les blockbusters parlent aussi beaucoup d'apocalypse, parce que c'est un sujet qui est, encore une fois, scénaristiquement parlant, assez simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin forcément de... Et c'est spectaculaire. Et c'est tout ce que ça demande. Le nombre de blockbusters qui se basent sur des catastrophes ou qui finissent par des apocalypses, il y en a... Je crois même que c'est très rare qu'un blockbuster ne finisse pas par parler d'apocalypse tôt ou tard, quoi. Oh, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a pas mal, mais c'est plus souvent ça arrive plus souvent qu'un blockbuster finisse ou parle à un moment ou à un autre d'une apocalypse que qu'il en fasse totalement abstraction. Si par exemple, dans ce cas-là, oui, par exemple, quand on prend Venom, qui est un blockbuster qui est sorti en 2018, il y a peut-être un moment où il dit je vais te faire vivre une apocalypse. Un mec en mode je vais te défoncer ta race. Oui, non, mais ça c'est une exception. L'apocalypse, tu vois. Évidemment. Et beaucoup de films, c'est ça au final. Il y a vraiment, au final, quand tu regardes dans les blockbusters, il y en a quand même une partie qui parle d'apocalypse pour une simple raison, c'est parce que c'est assez spectaculaire à mettre en scène, etc. Mais en vrai, au final, pas tant que ça. Hein. Surtout parce qu'en ce moment, on est beaucoup noyé par les films de super-héros. Oui, il y a ça aussi. Et pour que le film de super-héros soit le plus efficace possible, il faut que la menace soit vraiment présente, donc il faut que tu montres que le mec, il est là pour faire subir une apocalypse. C'est sûr, évidemment. Et au final, derrière, quand tu regardes les autres gros blockbusters qui sortent, l'exemple le plus récent, hein, Fast and Furious. Ouais, est-ce que tu veux vraiment parler du scénario des Fast and Furious récents ? Non, mais ça fait partie des blockbusters. Certes. Ça parle pas d'apocalypse. Moi, je dis, laisse-leur un film ou deux. Et ça se passera ils vont envoyer des voitures dans l'espace pour lutter contre un astéroïde qui veut s'écraser sur Terre. C'est pas déjà le cas, les voitures dans l'espace, justement, dans le dernier, je crois ? Ou c'est seulement dans les airs ? Je crois que c'était une vanne. Je crois qu'il y a eu une grosse vanne là-dessus sur le fait qu'ils avaient envoyé des voitures d'espace, qu'ils avaient déjà quasiment tout fait. Mais alors non, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment une partie du trailer, ou alors ça se trouve c'était pas un trailer mais officiel. je crois qu'il y a par contre une scène qui se déroule devant un décollage de fusée. Je crois surtout qu'il y a une scène qui se déroule vraiment en mode il y a une voiture qui vole. Ah oui, il y a une voiture qui fait un saut de fou furieux. Ah non, pas un saut, hein, une voiture vraiment avec des ailes et un réacteur. Hein. What ? Ah oui, non, je te jure. Hein. C'est possible, parce que c'est ça le pire, c'est que c'est Fast and Furious, donc c'est possible. Et oui, non, je dis pas des conneries. Il y a vraiment un plan d'une voiture qui vole avec 3 réacteurs, donc un au niveau du coffre et 2 sur les roues arrière, et des ailes au niveau des portes arrière. Pour rejoindre un avion, du coup. Dans Fast and Furious 9, qui aura des voitures volantes. Voilà, là, et juste le plan que j'ai, je vais l'envoyer du coup à notre ami Chaperon pour qu'il le voit. Mais c'est un plan officiel il y a vraiment une partie officielle du teaser où tu as une voiture volante. Voilà. Bon, en tout cas, il vise pas l'espace. D'après le plan, elle va clairement choper c'est pour ça, tu vois. C'est pour ça que je te dis, il vise pas l'espace, effectivement. Mais laisse-leur un film ou deux. Mais laisse-leur un film ou deux, ils te font un film dans l'espace. Du coup, là, je suis en train de regarder parce qu'il y a aussi un film qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui date de 2017, qui avait fait beaucoup parler de lui, qui était Geostorm. Voilà. Je connais pas du tout. Et pareil, film d'apocalypse. Gros blockbuster d'apocalypse. Il y a eu Rampage qui était sorti il y a pas si longtemps que ça. À ce moment-là, du coup, il y a par exemple San Andreas. Il y a eu San Andreas, il y a eu 2012 aussi. 2012, je trouve que c'est 2012, je trouve que autant le film est pas ouf, autant je trouve que c'est vraiment un film qui a relancé le genre, hein, clairement. Bah en soi, je pense que celui qui a le plus relancé le genre bien avant, c'est Armageddon. Oui, mais il y en avait pas tellement qui sortaient. Armageddon il a marché, mais là on en a vu plein des films de catastrophes sortir. Je trouve que c'est vraiment après 2012
ou du moins peut-être grâce à 2012, que on a vu plus de films catastrophes en tant que blockbuster, tournés comme des blockbusters, sortir. Avant 2012, on en voyait certains, mais ça pétait pas les box-office. Même si Après, je Armageddon est dirais très pas bon. ça parce que Armageddon c'est 98 et je viens surtout de voir le réalisateur qui l'a fait et le Oui, réalisateur mais qui l'a fait, évidemment. c'est un peu un spécialiste de faire ça et il n'a fait quasiment que des blockbusters où il y a une histoire d'apocalypse. Je parle bien évidemment de Michael Bay. Michael Oui. Bay, l'apocalypse, Oui, c'est l'amour fou. mais en même temps, en même temps, sa philosophie de vie, c'est les explosions. Évidemment qu'il va parler d'apocalypse. Rien qu'à voir les Transformers, ça finit toujours. Chaque film finit par un risque d'apocalypse presque. Non, ça finit par limite ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas, il y a toujours la base d'apocalypse. Mais quand on regarde, hein, il a fait Armageddon en 98, Pearl Harbor en 2001. Après, bon, Bad Boys, bon, ça va, L'apocalypse à Los Angeles. Après, il a fait Transformers 1, 2, 3. No Pain, No Gain, bon. Ouais, Apocalypse, No Pain, No Gain. Bon. Transformers, le 4. Après, il a fait 13 Hours, qui je crois parle d'Apocalypse. Je connais pas de nom. Après, il a fait Transformers The Last Night. Encore un Donc le Transformers. Transformers 5. Bah, il a fait les 5. Après, il a fait Six Underground, qui pour le coup n'est pas un film de. Mais qui est très très bon. Mais qui est bon. Et le prochain film qui va sortir s'appelle Ambulance. Bon, petit ne me dit que ça parle d'Apocalypse. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Ça peut pas. Tu sais, en vrai, il y a pas eu tant de films qui parlent de fin du monde que ça. Hein. Ah, attends. Hmm. Ah non, en effet, ça parle pas d'Apocalypse. Enfin, Il y en a- techniquement, c'est de l'Apocalypse pour une personne. Voilà, oui, non mais. C'est comme l'exemple que t'as donné sur Venom. Est-ce que ça compte vraiment? C'est pour une personne. Bah, pour le coup, l'histoire d'ambulance, c'est deux braqueurs qui volent une ambulance pour se barrer et essayer de se faire truc. Sauf qu'à bord de l'ambulance, il y a un médecin et un patient en train de mourir. Donc techniquement, pour le patient en train de mourir, c'est un petit peu l'apocalypse parce que là, il est en train d'y passer. Hein, Ouais, on va dire que c'est la fin de son monde, mais c'est pas la fin du monde. Et après, derrière, quand on voit ce qu'il a produit... Oh putain. Ah oui, non, par contre, en termes de production, Michael Bay, oui. Bon, Massacre à la tronçonneuse, Amityville, la suite de Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, Les Cavaliers de l'Apocalypse, Freddy et les Griffes de la Nuit, numéro 4, American Nightmare 1, 2, et je crois aussi le 3, Ouija 2. Il y a un The Wish Last à deux, Ship. putain. Oui, celui-là, il faut que je le vois parce que c'est Flanagan qui est derrière, donc... Ah, on sait pas de Donc quoi voilà, alors. c'est Flanagan, voilà. Bumblebee, Songbird du coup. Non, en vrai, quand tu vois ce qu'il a produit, non, là, il a quand même fait. Non, c'est pas. D'ailleurs, c'est pas. D'ailleurs, c'est pas Songbird qui parlait justement. Ou c'était un film qui était. Covid-23. De quoi? C'est le film sur le Covid-23, Songbird. Alors non, c'est pas le film auquel je pensais. Le film où justement le début, tu sens que ça part en couille et que ça part potentiellement sur une fin du monde. Et ça parle justement de monstres qu'il ne faut surtout pas voir. Il y a Box dans le thème, je crois. Ah oui, Bird Box. Bird Box. Bird Box. Avec, comment elle s'appelle, Sandra Bullock. Il y a aussi ce genre de film, tu vois, qui peuvent parler de la fin du monde, ou justement qui parle de Ouais, mais d'une fin du monde. on Enfin, va d'une fin. pas parler de Bird Box. Arrête, il est pas On va parler mauvais. de Bird Box. Il est vraiment Non, pas mais- mauvais, moi je trouve. Ils ont essayé de faire sans un bruit sans le réussir. Je suis désolé. Team sans un bruit. Vraiment, team sans un Ah, bruit. je suis d'accord que Sans un bruit est meilleur, mais Bird Box n'est pas non plus acheté. D'ailleurs, Sans un bruit 2 qui est actuellement au cinéma et que j'ai très très hâte de voir, je pense que je vais aller le voir cette semaine. Je suis pas du tout d'accord parce que Sans un bruit, ça parle vraiment de monstres qui ne se repèrent qu'au son, alors que Bird Box, Oui, ça parle mais- justement de monstres que tu ne dois surtout pas voir. C'est globalement le même type de monstre, genre où ça te prive d'un sens, mais il n'empêche que ça reste quand même assez différent. Ouais, non, mais l'histoire en elle-même, on est d'accord, elle est vraiment bien, elle est Oui. intelligente, tout ça. Mais le film en lui-même qui en sort, il est très moyen. Ça aurait pu être mieux en termes de réalisation, ça je suis d'accord. Ça aurait pu être largement mieux. Mais Ça aurait pu il- être il est- largement mieux. Mais il est pas non plus acheté. Il est pas acheté, mais il est pas non plus à conserver. C'est... Si. Il est moyen, quoi. Il est pile au milieu, en mode, c'est pas le film que tu vas te regarder tout le temps, et c'est pas non plus le film que tu vas poubelliser en mode c'est de la merde. Il est pas nul, mais il est Voilà. pas bon non plus. C'est comme Tron Il est vraiment moyen, quoi. C'est comme Tron l'héritage.
Non, lui, je pense qu'il est déjà de l'autre côté. Hein. Non, pas. je suis pas d'accord. Le scénario, par contre, en fait, lui, c'est un truc que je trouve très dommage dans ce film, On voit le que mine de scope rien, collectif du que film, mi- que c'est mi- les Daft Punk. En fait, voilà, c'est un truc que j'adore dans ce film, mine de rien, parce que j'aime beaucoup ce film, c'est le fait que tu prends tu prends tout le film, tu enlèves le scénario global, hein, donc scénario, acteur et tout ça, le film est génial. Tu rajoutes les acteurs avec leur jeu moisi pour certains ou leur non-jeu pour certains, et du coup tout ce qui est dialogue, scénario et tout, ça le descend totalement. Et je trouve très dommage d'avoir eu un scénario aussi bateau et Ah, mais aussi dis-toi que pas ouf. l'ambiance, les effets visuels Voilà. et la musique sont ouf. Il est magnifique, je trouve. Mais Je c'est trouve tout ce vraiment qu'il a pour lui. que. Oui, C'est littéralement tout ce qu'il a pour lui en ça, fait. je suis c'est son totalement ambiance. d'accord. Et c'est un truc que je trouve très dommage parce que ça aurait pu être tellement mieux. Bah, le premier Tron, je crois, était fou furieux, mais je l'ai pas encore vu le premier. Il est très très cool, clairement. Le premier est très très cool. Et d'ailleurs, il y a un petit truc, il y a un détail que j'adore dans le Tron. C'est Tron 1, je crois, oui, c'est Tron 1. C'est tout con, mais le fait que quand il va dans la machine, un truc que j'adore, c'est qu'à la fin du film, quand il en ressort, ben il ne s'est écoulé qu'une seule seconde. Alors que dans le jeu, il s'est passé. Dans l'univers de Tron, il s'est passé évidemment bien plus qu'une seconde, pour pas dire des jours, des heures et des jours. Et c'est un truc que je trouve tout con, mais tellement. C'est un petit détail ultra intéressant, je trouve. Après, je crois que c'était pas le premier à l'avoir fait. Non, c'est pas le premier à l'avoir fait, évidemment, mais c'est un des premiers films où Et ce alors, détail-là c'est est marquant. Oui. Et attends, t'es sûr? Attends. T'es sûr que c'est Spielberg qui a fait le premier Tron? Enfin, Tron? Non, c'est Lisberger. Ouais, C'est Steven Lisberger. Je me disais bien, oui. N'empêche que Steven Lisberger, Steven Spielberg, Ouais. les noms sont très proches. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, ouais, et pourtant. Pourquoi on parlait de Tron, du coup, à la base? Ah oui, parce qu'on parlait de Bird Box. Ouais. Mais du coup, voilà. Non, il y a quoi d'autre comme style d'apocalypse qui est marquante, mine de rien tout ce qui est apocalypse de monstres, on a après- parlé. Catastrophe aussi. Bah après, si on sort un peu de l'apocalypse de monstres pour rester sur un truc, ça reste un peu des monstres, mais tout ce qui est genre, comment dire, Independence Day et compagnie, tout ce qui est les invasions aliens. Oui, mais c'est des invasions aliens, mais est-ce Bon, que après, c'est vraiment de après, l'apocalypse? Ouais, parce que c'est quand même giga localisé. Hein. C'est la fin Voilà. du monde aux États-Unis. C'est ça, c'est aux États-Unis et les autres pays. On sait plus. Alors quoique, en vrai, Independence Day a fait l'effort De parler que tu d'autres villes. vois De parler aux d'autres villes. journaux, tu vois les villes se faire détruire les unes après les autres. Donc tu vois le Taj Mahal être détruit, tu Yep. vois la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Pourquoi je nous sais. c'est toujours la Tour Eiffel? C'est vrai que pour le coup, il pouvait y avoir plein d'autres trucs et tout, mais la Tour. Tu sais, parce que je suis désolé, mais tu détruis la Tour Eiffel, c'est bien. Mais c'est pas grave, ça fait un endroit touristique en moins en fait. Bah ouais, genre nous on s'en bat les couilles de la Tour Eiffel. Genre, Mais ok. pour tout le monde, pour le reste du monde, c'est la France, la Tour Eiffel. Bah en fait, il y a plein d'autres trucs hein, en France que la Tour Eiffel. Même si ça Il y a, arrivait il y a que. les Français. Venez voir les Français qui tirent la gueule, qui ne veulent pas parler aux étrangers parce qu'ils savent pas parler anglais. On est bien, C'est ça. on est très gentils. C'est ça. Non, mais ça me tue, genre, ils ont détruit la Tour Eiffel. C'est un truc qui m'a toujours tué, genre, ils ont détruit la Tour Eiffel. Ok. Et. Oui. Au pire, ils ont tué des touristes, hein, c'est. Ouais. C'est pas grave, c'est mieux. Non, mais je sais pas pourquoi c'est toujours le symbole de la Tour Eiffel qui doit se faire détruire en France alors que c'est littéralement pas du tout un monument après, important, quoi. Enfin, C'est la même c'est un chose. monument important chose par rapport à en l'histoire de Chine. la France, mais. En Chine, c'est toujours la Grande Muraille qui y passe. En Inde, c'est toujours le Taj Mahal. Oui, mais Moscou, c'est toujours le Kremlin. Enfin, quoique après, Moscou, le Kremlin, Oui, si voilà. bon, si Le le Taj- Kremlin il passe. le Taj Mahal, ça reste Là, on est quelque chose. Le Taj Mahal, ça reste quelque chose d'important. La muraille de Chine, même si aujourd'hui. C'est juste un tombeau. Oui, mais même c'est un tombeau justement. Il y a des choses importantes dedans. La muraille de Chine, Et même mort. si actuellement, mais, pareil quand même. Et tu vois, même si la muraille de Chine a été importante à une époque, aujourd'hui certes elle ne sert plus à rien, mais ça reste quand même un symbole qui a été utile à une époque. La Tour Eiffel, c'est une grande tour d'acier. Alors, toi, t'as pas écouté en cours d'histoire parce que la Oui, Tour Eiffel, elle a une place extrêmement importante dans la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une tour radio et tout, ça je sais. Ouais, elle a un petit peu servi de plateforme pour Oui. tout ce qui est les communications radio au sein de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a un petit peu joué un rôle ultra important pendant l'histoire. Oui, ça, je Juste suis d'accord.
Ça, je suis d'accord, C'est mais un peu elle qui a permis d'organiser l'invasion de Paris, hein. ça, je suis d'accord, mais je veux dire, même si elle était Enfin, la détruite, libération de Paris, pardon. même si elle était détruite, je veux dire, enfin, tu pourrais toujours la refaire parce qu'au final, ça a pas besoin d'une de technologie ultra poussée et elle est énorme certes, mais c'est pas un truc impossible à Le refaire. Taj Mahal et la Grande Muraille de Chine aussi. Oui, mais ça demanderait beaucoup plus de moyens. La muraille de Chine, quand tu vois la taille, Et et alors le Taj Mahal, quand tu vois la précision de certains trucs, et aussi le fait que c'est quand même un putain de tombeau, comme t'as dit, c'est pas non plus le truc qui se referait ultra facilement. Mais en soi, ça reste juste un bâtiment. C'est pour ça que je disais, quand tu compares, par exemple, au Kremlin, Oui, évidemment. voilà, c'est pour ça que moi je Évidemment. dis, si jamais je devais représenter ça dans un film d'apocalypse, la fin du monde et la France détruite, c'est pas la Tour Eiffel que je vais viser. Non. C'est l'Elysée. Oui, mais l'Elysée, Pareil, si je représente en Inde, je vais représenter le symbole du pouvoir en Inde. Pareil en Chine, Oui, mais etc., le problème, je vais c'est plutôt que représenter le pouvoir. le problème, c'est que l'Elysée à l'international n'a pas du tout un visuel marquant en fait. Pas faux. Genre tu montres l'Elysée à quelqu'un qui ne connaît pas la France et dire ben ouais ok c'est un bâtiment random. On dirait Une mairie. on dirait la Maison Blanche mais en plus moche. Tu veux le pire? Ouais. Première fois que j'ai vu l'Elysée, j'ai fait oh tiens la mairie de Paris. Non c'est l'Elysée ça. Oui. Ah Pas pareil. oh oui. Parce qu'en vrai c'est vrai que quand tu regardes les mairies, c'est de la même archi. Hein. Ah oui non mais oui totalement. Non mais même en France un truc qui serait important aussi et qui aurait une grosse symbolique, l'Arc de Le Triomphe. Pentagone? Ah Non, non, en le France. Pentagone, c'est pas chiant. Le Pentagone en France, ouf. Non, mais l'Arc de Triomphe a quand même la tombe du soldat inconnu qui est un gros symbole aussi, et qui est quand même un des points, qui est le point de départ des Champs-Élysées. Ouais. Ça, c'est pas rien non plus. Et l'Arc de Triomphe, tu vas pas me dire qu'à l'international, ça n'est pas reconnu. En vrai, au plus simple, plan aérien, tu vois la tour Eiffel, tu vois la ville qui est pop. Tu Comment serais ça Paris entier en fait. Oui, non mais... À ce moment-là, je pense que si t'as une invasion alien qui arrive à détruire tout Paris... Je pense que là, c'est bon, c'est fini. Oui, là, tu peux dire que c'est une La apocalypse. menace est présente. C'est parce que déjà, tu te dis, ouais, ils détruisent des gros bâtiments en un seul coup, c'est déjà la merde, alors une Et ville techniquement- entière... Mais techniquement, dans Independence Day, c'est les villes entières qui sont rasées. Oui, mais par des points... Le rayon, il frappe au début sur la tour Eiffel parce qu'il voulait représenter la France, mais le rayon, enfin l'explosion s'étend et rase complètement Paris. Hein. Et même tous les alentours. Certes. C'est l'équivalent d'une nuke, hein. Ils ont nuke Ah bah. plusieurs villes du monde. Hein. En parlant de ça, il y a une apocalypse du coup qu'on parle pas forcément aussi. Apocalypse nucléaire. Ouais, Terminator. Ouais. Skynet. Terminator, et ouais, qui est aussi une très grosse représentation de l'apocalypse et qui mine de rien n'est pas si impossible. Enfin, n'est pas si impossible, c'est justement les apocalypses dues à une révolte des machines. Alors, programmeur IR, non, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Alors actuellement non. Mais si tu prends sur le papier une... Même à l'avenir. Même à l'avenir. Tiens, pourquoi ça? Simple et bonne raison. Je vais juste faire un petit point très rapide sur comment fonctionne l'intelligence artificielle. Voilà. On ne crée pas de la conscience artificielle. La conscience artificielle, c'est quelque chose qui est complètement ça, oui. différent de l'intelligence artificielle. Et ce qui a détruit le monde dans Terminator, ce n'est pas de l'intelligence artificielle comme tout le monde l'appelle, parce que fuck you cinéma, arrêtez d'appeler de la conscience artificielle intelligence artificielle, Non. ce n'est pas la même chose, Non. mais de la conscience artificielle. Skynet est une conscience artificielle. Dans notre monde aujourd'hui, on ne peut pas créer d'intelligence artificielle qui détruira le monde à un moment ou à un autre pour une très simple raison, c'est parce que les intelligences artificielles sont soumises aux datasets qu'on leur fournit, c'est-à-dire qu'elles ne réagissent que aux données qu'on leur a données. Si on ne leur donne pas de données qui les amènera à créer la fin du monde, c'est-à-dire qu'on leur donne pas volontairement des données qui démontrent des intelligences artificielles qui détruisent le monde, elles ne le feront pas. Et il faut savoir que personne ne fait ça. Parce que les gens sont quand même un petit peu intelligents quand ils pensent. Ou alors c'est que la personne est en train de créer une arme de destruction massive. Oui, voilà. Et dans ces cas-là, Mais, c'est différent. C'était pas Et dans... une arme de destruction massive de ce genre-là,
Déjà, ça prendrait beaucoup de temps, ça demanderait des Oui. ressources qui nécessiteraient qu'un pays soit derrière pour faire ça, et aucun pays n'a envie de faire ça parce que là, clairement, c'est rompre les conditions de la Convention de Genève, et tu peux prendre giga cher parce que là, c'est tous les pays du monde qui se retournent contre toi et qui te balancent des bombes nucléaires dans la face. Donc, non, n'ayez pas peur, l'intelligence artificielle ne détruira pas le monde à aucun moment dans l'histoire de l'humanité. Je serais pas si confiant. Ah si, je suis programmeur, je vois ce que c'est, Mais, et je peux assurer que je peux être confiant. C'est pas. La seule chose qui pourrait, à la limite, être potentiellement un risque, c'est la conscience artificielle. Mais il y a énormément de protocoles qui sont actuellement en train d'être établis pour pouvoir justement gérer l'éventualité de l'apparition d'une conscience artificielle. Sachant qu'une conscience artificielle, pour vous dire à quel point c'est technique, nous-mêmes, nous ne le verrons pas de notre vivant. Voilà. Vous êtes giga safe, les gens. On a des prémices, mais on a quelques prémices. La personne qui vient de naître maintenant, tu ne le verras pas de ton vivant de conscience artificielle. Ça prendra au moins 2 à 3 siècles avant qu'on voit l'émergence du début d'une conscience artificielle. D'ailleurs, c'est pas dans Mass Effect, je crois, qu'ils faisaient aussi la différence entre intelligence virtuelle et intelligence artificielle. Où justement, ils précisaient le fait qu'une intelligence artificielle, c'était par exemple, dans le jeu en question, l'hologramme qui est par exemple en début de ville qui sert de guide, où tu lui dis où aller à tel endroit et il te donne un truc, point. Et l'intelligence artificielle qui, elle, par contre, apprenait d'elle-même, en l'occurrence, par exemple, IDEA, donc l'intelligence, on va dire, du vaisseau, qui finalement, comme tu as dit, prend conscience, en fait. Alors, oui et non. En fait, l'intelligence artificielle est censée apprendre d'elle-même dans tous les cas. Mais elle est formatée sur un seul domaine. Elle peut pas sortir de ce domaine-là et elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle est censée faire. Là où la conscience artificielle, c'est littéralement reproduire une conscience humaine. T'as dit 2 fois intelligence artificielle. En tout cas, artificielle. c'est son approche. Oui, mais là, j'ai parlé de conscience artificielle. J'ai changé entre-temps. Là, je suis sur la conscience artificielle qui, elle, consiste à essayer de recréer comme un cerveau humain, mais virtuel. Donc là, c'est une personne que tu ne peux pas contrôler ce qu'elle va faire. Oui. C'est là la différence. C'est que l'intelligence artificielle, on a un contrôle absolu sur ce qu'elle fait. Là où la conscience artificielle, on n'a pas de contrôle parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va émettre comme hypothèse, ce qu'elle va définir comme solution, etc. Parce qu'au final, c'est comme un cerveau humain. C'est comme si vous preniez un cerveau humain et que vous le branchiez sur Internet. Ce qui n'est pas encore possible de nos jours. Il n'est pas encore possible de nos jours. Même si s'il commence à avoir des tests un peu random, voilà. Mais du coup, c'est vraiment cette idée de... On ne sait pas ce que ça donnerait. Et c'est ça en fait qui fait peur, mais c'est que tout le monde est en mode oui, mais du coup ça va arriver, Mais en fait, le truc c'est qu'on est à un stade où on n'est tellement pas assez évolué déjà dans la connaissance du fonctionnement du cerveau que oui, on peut créer des intelligences artificielles qui sont capables d'apprendre beaucoup de choses, mais qui sont dans tous les cas ancrés dans un domaine et qui ne peuvent pas en sortir. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites une intelligence artificielle qui scanne des images, il me semble que la seule chose qui a été du jour au lendemain activer les têtes nucléaires en France. Il me semble que la seule chose qui a été techniquement possible, qui pourrait rentrer, enfin qui a été techniquement possible, qui a été faite et qui rentre dans ce domaine-là, c'est je sais plus du tout où, mais des chercheurs qui ont réussi à greffer l'intelligence, le cerveau, on va dire, d'un ver de terre dans une machine robotique. Mais encore une fois, c'est un ver de terre. C'est pas le truc qui demande le plus de moyens. Dans tous les cas, ce n'est pas de la conscience artificielle. Non. C'est juste un vrai cerveau, c'est biologique. C'est ce que j'avais vu du coup dans une vidéo expliquant ça, c'est que justement, quand tu fais ce genre de choses, certes, en gros, les connexions de ton cerveau, ta manière de penser et tout, est refaite, mais la machine, en l'occurrence, ne peut pas du tout intégrer ou même synthétiser tout ce que tu as vécu, donc tout ce qui est tes souvenirs, ce que tu as pu penser, ce que tu as pu vivre, donc ça serait comme une remise à zéro, on va dire, de ton cerveau, juste que tu as à peu près les mêmes réflexions, les mêmes connexions et tout, mais tu n'as plus aucun souvenir. Donc ça serait littéralement une renaissance en fait. Bon après avec les trucs qui sont en train d'arriver, je pense qu'il y aura plus de problème. Mais non, mais si justement, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est le fait que même si avec tout ce qui est Starlink et les tests qui sont faits et tout, non, je parle pas de ça. Je parle des disques durs cérébraux. Ah oui, non, ça oui. Qui te permettent de littéralement stocker ta mémoire sur un disque dur. Ça, oui. Et c'est en train d'émerger, c'est-à-dire qu'on en est à un stade où c'est en train d'être testé. Oui, sauf qu'on va bientôt pouvoir
En fait, l'idée, c'est de corriger Alzheimer en disant, bah, en fait, tes souvenirs, au lieu d'être enregistrés dans ton cerveau qui est défaillant, ils sont enregistrés sur un disque dur qui est dans ton cerveau et qui fonctionne en collaboration avec ton cerveau, qui te permet en fait de te souvenir comme si c'était ta mémoire. Sauf que là, bah, c'est un disque dur physique, quoi. Oui, mais encore là, on n'a pas encore du tout la technologie pour que ça soit réalisable. Non, mais je viens de te dire que c'est en test. Ils sont actuellement en train de le tester sur malheureusement sur des animaux, Oui, et voilà. ça fonctionne. Oui, sauf que paye les animaux sur lesquels ils fonctionnent, justement. Des singes. Hmm. Parce que l'objectif, c'est de le greffer sur des humains. Oui, Donc ils vont pas tester sur une souris, ils vont tester sur un singe. évidemment. Ils sont à un stade où, en fait, je pense que dans les 10 prochaines années, il y a des chances qu'on le voit sortir au public. C'est pas comme dans un épisode de Black Mirror, ça. Surtout avec l'événement Starlink en parallèle. Ah, j'avoue que Starlink, c'est un très gros projet, quand même. On a ces deux trucs-là qui sont en train d'arriver, qui fait qu'on est en train de plus en plus, en train d'essayer d'informatiser notre propre cerveau. Mais en vrai, ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est des trucs qu'on pourra discuter pendant les lives de programmation, parce que c'est aussi des trucs qui peuvent être faits à ce moment-là. Tu sais à quoi ça me fait... Voilà, tu sais à quoi ça me fait penser, ce genre de choses? Skynet, Terminator, l'apocalypse, le Non. sujet d'aujourd'hui. Justement, malheureusement non, mais après on reviendra de toute façon sur aujourd'hui, même si je pense qu'on aura à peu près fait le tour. C'est justement tout ce qui est tout le domaine, on va dire, criminel et policier. Mm. Parce que justement, si quelqu'un dit ne pas avoir commis un crime random ou l'avoir commis, bah c'est simple, t'as juste besoin de récupérer du coup ses souvenirs et tu peux le vérifier directement. Voilà. Et ça quand même, ça serait quand même... Oui. Ça serait pas rien. Et ça rappellerait un certain film qui s'appelle West Side... Non, c'est T'es sûr West Side Wild Story? Wild West, un truc du genre. Attends, quoi? Celui avec, avec Will Smith. Oui, c'est Avec West... l'araignée robot géante à la Bah, fin dans ouais, Far c'est West. West Side Story, mais je me souviens plus du tout qu'il y avait ça. Où justement, il y a un moment où il récupère la tête d'un mec. Et avec de la technologie, ils arrivent à projeter ses derniers souvenirs sur un mur. Ouais, c'est West Side Story. C'est pas plutôt Attends. Wild Wild West? Ah non, c'est Wild Wild West. West Side Story, c'est un film musical. Oui, c'est vrai, c'est musical. C'est pour ça que je disais, non, c'est pas ça, ça doit être Wild Wild West. Mais du coup, oui, c'est ça. Et en gros, bah, au final, ça reviendrait à ça. Donc, est-ce qu'on aurait encore un film qui nous aurait prédit l'avenir des technologies? Peut-être qu'on en parlera dans un sujet sur les technologies. Oui, mais ça, c'est pas non plus si impossible. Ça, clairement. Oui, c'est tout ça, c'est que c'est pas impossible. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, sur les apocalypses. Je veux dire, mais même le cinéma va même continuer de nous mettre des apocalypses à la même Skynet, Terminator et compagnie. même Futurama a fait ce genre de choses. Voilà. Mais donc voilà, en tout cas, les apocalypses à la Skynet, ça arrive dans les films, mais ça ne nous arrivera pas chez nous, d'accord? Il y a plus de chances que ce soit un humain qui appuie sur le bouton qu'une machine. Et une machine qui Pour vous contrôle dire. un humain. Ah! Non, ça n'arrivera jamais non plus. Mais Hashtag une les mach- doigts d'Asimov, on te remercie mon gros. Tu Big up, sais, bro for life. Donald Trump, hein. Ah non, non, mais même lui n'est pas au-dessus des lois d'Asimov en fait, c'est simple que ça. Ah non, mais il est Le robot qui est au-dessus tellement... des lois d'Asimov, c'est Zuckerberg. Oui, non, mais c'est un cas à part. J'ai pas ça le secret. C'était pas un lézard... C'était pas un lézard, lui? Un reptilien, pardon. Non, c'est une machine. Ah, c'est une machine, lui, ok. Désolé, je suis en train de manger en même temps, c'est pour ça que. Vous voyez, Enfin, hein, un peu la bouche pleine. on fait plus les émissions en live, du coup ils se relâchent, ils bouffent en pleine émission, y a plus aucun respect. Hein. Il est déjà en pleine émission, donc ça change rien. Putain. Donc, du coup, voilà, ça c'était ce qu'on avait à dire sur le sujet d'aujourd'hui qui est donc les apocalypses au cinéma. Et on va donc passer à notre troisième rubrique, notre sélection de la semaine où on vous a prévu du coup différentes œuvres, donc 7 œuvres tous les deux qu'on va vous présenter, qui sont donc, je rappelle le principe, disponibles soit au cinéma, enfin, soit à la télé, soit sur les plateformes de SVOD. Donc les plateformes de SVOD, c'est toutes les plateformes où vous payez un abonnement et vous avez accès à un catalogue gratuitement. Du coup, on va commencer avec moi et ma première œuvre, qui est un film que j'adore et que je déteste. Encore heureux que c'est un film. Ça aurait pu être une série. T'as rarement présenté des séries, je crois. J'en ai présenté plein. Mais du coup, Oui. c'est un film que je déteste et que j'adore en même temps. Oui. Un film que j'ai déjà parlé, donc ceux qui regardent l'émission depuis le début, vous savez de quel film il s'agit. Il s'agit de Lady Bird, qui est disponible sur Netflix. Lady Bird, si je devais le résumer au plus simple, ça raconte... C'est déjà pas mal. 2 semaines, je crois.
C'est vraiment 1 ou 2 semaines de la vie d'une jeune femme qui a comme surnom Lady Bird et qui souhaite que tout le monde l'appelle de cette manière. Et qui en fait essaye de vivre sa life. Et c'est juste ça. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de péripéties de fou furieux. C'est juste une jeune fille qui essaye de vivre sa meilleure vie. Et c'est tout. Le film prend vraiment son temps. C'est pas un film qui speed, c'est vraiment un film où les choses prennent vraiment le temps. C'est beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions. C'est vraiment un film qui est entièrement basé sur son scénario. Mais pourtant, la réal est extrêmement bien foutue. Le film est ultra lent au point que ça en devient gênant. Et en même temps, le film est ultra lent, ce qui fait que tu le savoures 3000 fois plus. C'est pour ça que je disais que je déteste et j'adore ce film en même temps. Parce qu'il y a vraiment d'un côté de... Tu savoures totalement le film parce qu'il te donne vraiment le temps de le savourer et t'adores ça. Et t'adores le fait que ce soit lent. Et en même temps, c'est tellement lent que t'aimes pas. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je vous recommande très fortement de le regarder. Parce que c'est un film où on sait pas si on l'aime ou pas. On en sort en mode, je viens de voir un putain de film, mais je sais pas si je l'ai aimé ou pas. Et j'adore. Et c'est ce que j'adore avec ce film, qui est, je crois, un film anglais, d'ailleurs à la base. Je vérifie ça très très rapidement. Hop. D'accord. Merci mon clavier de ne pas avoir écrit. Super. C'est donc un film de Greta Gerwig, qui est donc américaine. Donc c'est un film américain. Yes, je me suis planté. Et voilà, mais en tout cas, je vous le recommande très fortement. Il est ultra intéressant. Il parle de plein de sujets très variés parce que vu que c'est un peu les morceaux de vie d'une personne, bah on voit un petit peu plein de petits morceaux de vie de qui elle est. Notamment, justement, ça parle un petit peu de religion. Ça parle un petit peu de relations. De relations amoureuses, relations amicales, de relations familiales, parce que ça parle aussi de sa relation avec sa mère notamment. C'est plein de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes. Et je vous recommande vraiment de le regarder pour ça, parce que le film est ultra intéressant et ultra bien réalisé, et juste, on sait pas si on l'aime ou pas. Et c'est ce que j'aime dans ce film. Voilà. Tout ça, je vous recommande de le regarder, du coup, ce soir, sur Netflix. Et on va donc pouvoir passer à notre œuvre du lundi, qui vous sera présentée par Jean Terge. Alors, Hunger Games, voilà. Alors, qu'est-ce que Hunger Games? Alors, c'est un film qui parle d'un futur, on va dire, assez dystopique, quoi. Ouais, assez dystopique, ouais. Apocalyptique, même. Ouais, même apocalyptique, tiens, on est bien dans le thème. Non, plus sérieusement, ça parle d'un futur où, justement, tous les ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a donc ce qu'on appelle les Hunger Games. Donc, les jeux de Techniquement, les jeux de la... C'est littéralement un truc à la Battle Royale. Les jeux de la faim. Voilà, les jeux de la faim, étant donné que... il y a tout simplement un certain lot de personnes qui vont être larguées dans une sorte de stade immense qui est bien sûr modifiable à volonté par les organisateurs. Donc que ça soit de rajouter certaines bestioles, de rajouter certains biomes ou certaines effets de temps, dans le sens de tempête, de la pluie ou de la chaleur. Et justement, le but du jeu est d'être le dernier à survivre. Donc, le premier film se base entièrement là-dessus, évidemment. Les autres, je ne parlerai pas forcément des suites parce que je ne les ai pas forcément vus, mais le premier film est très très bon là-dessus. Je vois pas réellement quoi dire de plus, même au niveau de l'histoire, pour ne pas forcément spoil, parce qu'on est rapidement jeté dans l'action. Et je pense voilà aussi que le film est quand même assez connu. Donc voilà, Hunger Games, donc disponible sur Amazon Prime pour lundi soir. Et du coup, je vous laisse la parole à notre ami pour le film du mardi. Ouais, bah du coup, moi, c'était à moi de te présenter, du coup, je passe pour le mardi. Et donc, je vais non pas vous parler d'un film ou d'une série, je vais vous parler d'un documentaire. C'est un truc que j'ai pas souvent présenté, je crois, de documentaire sur cette chaîne. Mais en tout cas, voilà, c'est un documentaire qui m'a beaucoup touché quand il est sorti, qui était sorti, je crois, c'était le mardi avant la réouverture des salles. C'est le documentaire 300 jours, 1 an sans cinéma, qui a été réalisé par donc Victor Bonnefoy, aussi connu sous le nom de In the Panda, et qui est donc disponible gratuitement sur sa chaîne YouTube. Et en fait, c'est un documentaire dans lequel il va retracer
l'histoire justement du cinéma et du Covid en fait. Comment le coronavirus a impacté en fait la production des films, comment ça a impacté les diffuseurs, comment ça impacte la réouverture aussi, comment cette réouverture va changer les choses. Est-ce que ça va vraiment réouvrir les cinémas ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir des choses qui vont peut-être pas bien se passer, etc., etc. Et donc c'est avec vraiment des professionnels du milieu, donc avec des gens qui viennent du CNC, qui viennent de, je crois qu'il y a même un mec qui vient de, non pas de Gaumont, mais de, comment ça s'appelle Universal. Donc il y a le mec de Universal France. Enfin, il y a vraiment des mecs d'un petit peu tout le milieu. Il y a des diffuseurs, des producteurs, des distributeurs. Il y a vraiment, il y a tout en fait qui est représenté et qui parle justement de cette ouverture de cinéma. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant parce que ça parle justement des dégâts que ça a fait. De ne pas avoir de cinéma pendant toute la période du coronavirus. Parce qu'au final, même s'il y a eu une réouverture, qu'il y a quand même eu des films qui ont pu être produits, ça a quand même été très très faible comparé à ce que ça peut être sur une année normale. L'année 2020 a été clairement une année morte pour le cinéma. Et c'est ce qu'ils expliquent. Ils expliquent très bien ces choses-là. J'ai trouvé le documentaire vraiment fabuleux. Je sais que au sein des chroniqueurs, il y a un petit peu un débat sur In the Panda, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Mais ça n'empêche que dans tous les cas, le travail qui a été fourni, le documentaire qui a été produit derrière donc par Victor Bonnefoy sur ça est extrêmement bien foutu. Il explique très bien la situation. J'aurais bien voulu en parler un petit peu plus tôt, mais bah du coup, moi j'ai eu une nouvelle apocalypse qui est autre que le Covid, qui est la coupure d'internet. Mais voilà, je vous le recommande très fortement. Donc c'est disponible sur YouTube, sur la chaîne In the Panda. Euh, Foncez voir ce documentaire qui est incroyable. N'hésitez pas à le partager aussi. Hein. De toute façon, on n'hésite pas à faire de la promo parce que on a beau aimer ou non le personnage, il est quand même capable de faire de très bonnes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et surtout cette vidéo, voilà, que je trouve très très propre. Et donc on va pouvoir passer à l'œuvre du mercredi, qui vous est présentée du coup par Jean Terge. Alors, cette fois-ci, je vais un peu reprendre ce que j'ai dit pour Hunger Games, qui était du coup un film parlant d'adolescents devant faire des choses assez horribles et assez extrêmes, parce qu'ils y sont obligés, et en ne gagnant pas grand-chose si ce n'est de la gloire. Et bien cette fois-ci, je vais vous parler d'une œuvre où justement des adolescents choisissent de faire certaines choses assez extrêmes pour gagner par contre de l'argent au lieu de cette gloire. Il s'agit de Panic. Alors qu'est-ce que c'est que Panic? Ça parle tout simplement des adolescents au sein d'une ville perdue, clairement dans les États-Unis, c'est une ville totalement perdue, mais qui chaque année a un principe très simple, qui c'est les jeux Panic. Donc les jeux s'appellent Panic tout simplement. Et ces jeux ont pour intérêt de forcer ces adolescents à accomplir toutes sortes de choses assez extrêmes et un peu illégales. Donc par exemple, ça va de sauter dans l'eau de hauteur assez abusée, ou tout simplement de rentrer par effraction dans certains endroits et de récupérer des objets, ou tout simplement d'affronter complètement leur peur. Avec pour seul mot d'ordre, et c'est de là qu'est tiré leur nom, de ne pas paniquer. Donc l'histoire de ce film parle du coup de ces jeux et amène un petit élément, c'est que ces jeux existent depuis très longtemps, mais l'édition de cette année où se passe la série est assez particulière, étant donné que l'année d'avant, l'année précédente, au niveau des jeux, il y a eu 2 morts au sein du groupe qui a pu participer à ces jeux-là. Donc, en plus de ces jeux, des épreuves et tout, nous aurons toute une histoire d'enquête, de savoir qui les a tués, pourquoi ils ont été tués, etc. Et qui nous donnera quand même pas mal de twists assez sympatoches. Donc voilà, Panic est disponible sur Prime Video, et qui est aussi Prime Originals, évidemment, que je vous recommande pour mercredi. Très bien, et donc on va pouvoir passer au jeudi. Et du coup, j'aurais une petite question pour toi, Jean Terge. Action ou vérité, Jean Terge? Je passe. Eh ben tu as bien fait, parce que je vais parler de Truth or Dare, le film, donc la version extendue, donc la Director's Cut, qui est donc sortie sur Netflix, qui est un film produit par Blumhouse. Je fais la petite séparation, même si normalement elle n'existe pas. Qui justement parle d'un jeu d'action ou vérité un petit peu particulier, qui se fait avec un démon. Voilà, c'est très plaisant. En gros, le principe, c'est des jeunes qui sont partis, alors je sais plus si c'est au spring break ou si c'est à la fin de leurs études, ils partent, je crois que c'est au Nouveau-Mexique ou au Mexique. Bref, ils partent en voyage.
Je crois que c'est au Mexique. Et sur place, ils vont rencontrer un jeune qui est à peu près un peu plus âgé qu'eux, qui doit avoir 1 ou 2 ans de plus qu'eux, et qui leur dit venez, enfin, qui sympathise avec une des filles du groupe et qui décide de dire venez, on va visiter, il y a un endroit un peu plus loin où on va pouvoir picoler, faire un peu la fête, jouer ensemble et tout, vous allez voir, c'est trop cool. Il y aura pas grand monde, c'est trop bien. Et il les amène vers une sorte d'église abandonnée, qui a l'air assez sympa pour faire la fête, pour le coup. Quand vous êtes jeune et que vous aimez faire la fête, c'est un endroit parfait. Vous voyez pas de trucs creepy là-dessus. C'est-à-dire que dans la situation où ils sont, c'est pas creepy. C'est pas genre en pleine nuit, j'amène une seule fille dans une église abandonnée. On n'est pas à ce niveau-là, c'est vraiment le mec il est tout seul, il y a un groupe de potes entiers et ils vont au truc. Donc pour le coup, c'est pas vraiment creepy. Ils arrivent là-bas, il leur dit venez, on va jouer à un jeu. On va jouer à Action ou Vérité. Les mecs ils acceptent et ils commencent à faire la partie de Action ou Vérité. Sauf que ce que le mec leur a caché, c'est que ce Action ou Vérité a des conséquences. Le principe est simple. Si jamais vous refusez de faire l'action quand vous avez dit action, ou que vous mentez, vous mourrez. C'est un peu extrême, non? Attends, c'est pas fini. Dans ces cas-là, on se dirait, ok, je ne vais choisir que vérité. Sauf qu'une fois que 3 personnes ont choisi vérité, la suivante est obligée de choisir action. Et les actions sont de plus en plus hardcore. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus mettre en jeu votre vie pour faire ces actions. Vous allez potentiellement devoir tuer des gens, etc., etc., etc. Le jeu est donc de plus en plus dangereux. Et donc en fait, c'est l'histoire justement de ce groupe de potes qui se retrouvent à jouer à cette partie de action ou vérité. Ils sont coincés dans ce jeu et ils doivent essayer de s'en sortir. En fait, ils doivent ne pas mourir, réussir les défis qu'on leur demande et en même temps essayer de sauver leurs potes et essayer de casser cette malédiction, de lutter contre le démon qui les a piégés là-dedans. C'est vrai qu'il y a un petit spoiler, justement un petit plot twist. Alors, je vais pas vous dire le spoiler du coup, mais il y a un petit plot twist par rapport au mec qui les a emmenés dans le jeu. Mais je ne dis pas plus. Vous découvrirez ça parce que c'est vachement intéressant. En tout cas, voilà, le film est très intéressant, le scénario est vachement bien foutu. Le film est assez bien réalisé, mais pour le coup, ce qui me gêne le plus, entre guillemets, c'est le fait que, clairement, par rapport à la réal, c'est du typique Blumhouse. Vraiment, c'est toujours les mêmes genres de plans de caméra, etc. C'est vraiment le film typique. Ça sort pas trop, ça cherche pas à faire plus. Et pourtant, Blumhouse a aussi produit des films qui ont été chercher des trucs un peu inédits. Mais voilà, en tout cas, je le trouve vraiment très intéressant. En plus, c'est la Director's Cut, donc la version étendue qui est sortie sur Netflix. Et je vous le recommande très très chaudement. Alors, sur l'affiche, ils mettent les mecs qui ont fait Happy Death Day, Get Out, ou tous ces films-là. Vous en souciez pas, ça ne sera pas vraiment lié. Même si après Happy Death Day, en termes de réal, on est assez proche. Mais voilà, mais je vous conseille de regarder Truth or Dare, qui est extrêmement intéressant, qui vaut vraiment le coup, et surtout que ça fait beaucoup réfléchir en se disant, à leur place, qu'est-ce que je ferais ? Comment je ferais moi pour essayer de jouer avec les règles, pour essayer de battre le démon à son propre jeu, sans pour autant tricher, parce que bien évidemment vous doutez bien que si vous trichez, vous mourrez. Donc voilà, je l'ai trouvé vachement intéressant pour ça, je vous le recommande très très chaudement, et il est donc disponible sur Netflix. On va donc pouvoir passer à notre œuvre du vendredi, œuvre qui vous sera recommandée par Jean Terge. Oui, et encore une fois, du coup, on va rester avec des adolescents, ou plutôt retomber encore plus en enfance par rapport à des adolescents, étant donné que c'est un film qui va toucher à l'enfance. Et plus particulièrement, je me remets bien en place, et plus particulièrement qui va être avec des enfants. Alors, ce film, qui est tiré d'une BD qui s'appelle Seul, donc oui, c'est une adaptation, parle d'un monde où tout se passe bien, évidemment. Chacun vit sa petite vie avec sa famille, que ça se passe plutôt bien ou plutôt mal, peu importe, ça se passe normalement. Sauf que un matin, il se réveille et plus aucun adulte n'existe. Littéralement, plus aucun adulte n'existe. Il n'y a que des enfants. Il n'y a vraiment plus que des enfants dans la ville, donc quelques-uns qui se retrouvent. Donc je crois que dans le film, ils sont au nombre de 5. Du coup, 5 enfants qui se retrouvent au sein d'une petite ville française. Enfin, une grosse ville française, mine de rien, parce que c'est pas non plus le petit village de quartier. Mais en gros, dans une ville française, et qui du coup essaie de trouver
pourquoi il n'y a plus d'adultes. Donc évidemment, ce sont des enfants, donc ils font à peu près tout ce qu'ils veulent, donc que ça soit récupérer des jeux vidéo, récupérer des tonnes de vêtements, en gros des choses assez illégales, mais est-ce que c'est vraiment illégal si du coup il n'y a plus aucun policier, plus aucun adulte et plus personne pour tenir ces magasins? Évidemment, il y a certaines choses qui peuvent se passer, comme d'autres enfants qui, ne voyant pas ce qui se passe, et étant totalement largués sans adultes pour les tenir, font pas mal de grosses conneries, ou évidemment, qui dit pas d'adultes pour gérer la ville, dit énormément de problèmes quand la ville devait accueillir un zoo à proximité. Donc voilà, pas d'adultes, plus personne pour garder les animaux en cage. Donc il y a énormément de choses qui se passent par rapport à ça. Je ne vais pas forcément développer plus là-dessus parce que le film donc adapté la BD spoil déjà pas mal les BD, parce que les BD je crois sont au nombre de je crois entre 5 et 7, et le film balance la fin des BD à la fin du film, ce qui était très étonnant étant donné que je n'avais pas encore lu toutes les BD à ce jour-là. Mais voilà, c'est un film d'une adaptation française du BD, donc nommé Seul, et disponible sur Netflix, que je vous conseille pour vendredi. Ça me fait penser un peu aux enfants de Timpleback aussi. Oui, il y a beaucoup de ça, hein, clairement. Et donc voilà, donc merci. Et du coup, on va pouvoir passer à notre dernier film, qui est donc le film pour samedi. Et pour le coup, c'est pas vraiment un film inédit que je vous recommande. C'est un film que je vous avais déjà, entre guillemets, recommandé, mais pas dans les recommandations, parce que j'avais pu le voir bien avant vous. C'est un film qui est sorti le 16 juin dernier, que j'aurais bien voulu présenter du coup avant sa sortie, pour vous dire allez le voir à sa sortie. Mais malheureusement, on n'a pas eu d'émission à ce moment-là. Qui est un film français, un film d'horreur du coup, puisqu'on reste quand même pour le samedi. Il s'agit de La Nuée. La Nuée, c'est un film du coup que j'avais pu voir à Gérardmer en début d'année, que je vous avais, quand on avait parlé un petit peu de Gérardmer, je vous avais fait un petit bilan sur Gérardmer, je vous avais recommandé de le voir parce qu'il était vachement intéressant. Et donc du coup, il est sorti le 16 juin dernier, et je vous le recommande très fortement. Ça raconte l'histoire donc d'une... alors je sais pas vraiment comment on appelle ce métier, c'est une femme en fait qui élève des grillons pour pouvoir vous savez, les donner à manger, en faire de la bouillie, enfin c'est sauterelles pardon, la bouillie de sauterelles, de la poudre de sauterelles et tout, qui est donnée aux animaux, qui peut être utilisée pour nourrir des humains, etc. C'est vraiment, vous savez, la nourriture à base d'insectes, donc c'est un truc qui existe aujourd'hui. Et donc elle, c'est une éleveuse de sauterelles qui fait ça, et qui en fait va petit à petit essayer de faire les meilleures sauterelles possibles, et elle va se rendre compte que si ces sauterelles mangent de la chair humaine, elles sont plus grosses, plus nutritives, se reproduisent beaucoup plus, et donc au final sont beaucoup plus rentables. Je vais pas en dire plus parce que vous voyez déjà où ça va aller, juste au titre du film. Voilà. À l'affiche du film aussi, du coup. Et je vous le recommande très chaudement, parce que le film est ultra intéressant, parce qu'il y a tout ce débat éthique sur est-ce qu'elle fait bien de faire ce qu'elle fait, parce que le but c'est aussi de sauver sa famille, de nourrir les humains, donc voilà, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes sur le débat éthique, et en même temps le film est extrêmement bien foutu, bien réalisé, et c'est assez impressionnant pour un film français d'horreur. Pour le coup, c'est vrai que c'est rare de voir de très bons films d'horreur français, c'est pour ça que je vous le recommande très très chaudement. Soutenez ce film, en plus ça soutient le cinéma français si vous allez le voir au cinéma. Je ne sais pas encore combien de temps il va rester au cinéma, je sais qu'il est encore disponible dans certains cinémas en France. Donc je vous le recommande très chaudement, si vous avez la chance que vos cinémas le diffusent, d'aller le voir, parce qu'il est absolument incroyable. Et sur ce, on va s'arrêter, parce que là je pense que ça doit faire 1 heure à peu près, dis-moi si je m'abuse. Ça fait 1 heure et 3 minutes. Bah voilà, donc c'est parfait, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. On se retrouve du coup, je l'espère, la semaine prochaine en live, de 20h à 21h sur la chaîne Twitch. J'espère, et potentiellement peut-être même avant le jeudi, si jamais ma fibre revient et que je peux donc vous streamer le premier stream de programmation. Sinon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Cinéma.exe. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bisous.